Allez, on enchaîne donc avec cette deuxième conférence de l'après-midi. On reçoit Nicolas et Dominique de la Z-Team qui vont nous parler du développement Amiga, mais pour les nuls. C'est bon ? C'est bon. Ok, bonjour à tous. On va du coup parler un peu de développement pour les nuls sur Amiga. Donc je suis Nicolas alias Troutki et ici il y a Dominique alias Domkid. On va surtout vous parler de l'Amiga, mais surtout au niveau de la console, la CD32. Alors un petit mot sur la Z-Team. Ça fait depuis 2017 qu'on fait du développement non officiel sur des consoles. La Z-Team, c'est un collectif entre 5 et 8 personnes sur 3 fuseaux horaires, les États-Unis, la France et la Réunion. On développe essentiellement sur la Mega Drive, donc il y a tout ce que vous pouvez voir en haut. Là, ce sont les jeux qu'on a pu réaliser et qui sont disponibles gratuitement sur notre site Itch.io. On réalise aussi des fois pour quelques game jam des réalisations. Donc tout au-dessus, vous avez un portage de Zonk sur Master System. On s'essaye aussi à des développements type PC Engine, PSX et la Wii. Donc c'est vraiment des consoles qu'on explore et qu'on essaye de voir un peu en fonction des SDK qui sont présents. On a un petit labo où on fait un peu d'électronique, toujours pareil. Vous pouvez trouver sur le site là comment faire votre U-Card pour la PC Engine. Donc vous allez trouver tous les plans, tous les schémas et on répond aux questions si jamais il y a des interrogations. Donc l'objectif de notre collectif, c'est vraiment de partager, d'être open source, de livrer tout ce qu'on fait pour que faire perdurer soit des consoles, soit des développements ou des portages. On est plutôt dans les portages, donc des jeux qui étaient issus de l'Atari et l'Amiga qu'on a essayé de porter sur la Mega Drive. Et tout ce qu'on voit en bas, là, la Lynx, c'est le seul jeu qui est commercial dont on n'a pas réalisé. C'est une équipe qui a porté un jeu qu'on avait fait il y a peut-être déjà 20 ans sur téléphone, c'était pas smartphone, et qui a été porté sur la Lynx pour les 40 ans de la Lynx, ou les 30 ans de la Lynx. Donc c'est un jeu commercial, mais voilà, on a juste notre crédit sur ce jeu, mais on n'est pas la réalisation. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait après la Mega Drive ? Enfin, quelle console quelle console on a choisi ? On s'est dit, tant qu'à continuer dans les générations de consoles, on va aller sur la meilleure, enfin peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, on s'est décidé d'aller sur l'Amiga. En tout cas, l'Amiga CD32. Alors, qu'est-ce qu'un Amiga CD32 ? C'est le suivant. Qu'est-ce qu'un Amiga CD32 ? C'est une console un peu atypique. C'est vraiment la première console 32 bits qui est sortie sur le marché européen en plus, en exclusivité. Sortie en 93, ça fait partie de la 5e génération. Il y a un lecteur de CD-ROM. On peut mettre on add-on une carte vidéo CD. Ce qui est pas mal à l'époque. Là, il n'y a pas encore de lecteur de vidéo CD grand public. En termes de caractéristiques de Mega RAM, il y a une super carte graphique, puce graphique, pardon, où on pouvait afficher quand même 256 couleurs jusqu'à 26 000 couleurs sur une palette de 24 bits. Donc c'est quand même, faut mettre par rapport au marché de la console qui était Mega Drive ou Super Nintendo, on n'atteint pas ce genre de couleurs et des résolutions assez hautes, 800 par 600. Malheureusement, il n'y en a que 150 000 unités qui ont été vendues, même s'il y a eu des extensions. On peut transformer sa console en Amiga 1200, c'est un Amiga 1200, donc c'est un ordinateur à la base. Donc on peut mettre un lecteur disquette, on peut mettre des extensions de disques durs, de clavier, et plein d'extensions qui étaient prévues en tout cas. Par contre, ce qu'on voit déjà de premier abord sur ce genre de console, c'est que le design de la console est très orienté lecteur multimédia. Donc vous avez un petit bouton déjà vous avez une prise casque. Donc chez les consoles c'est pas très standard. Vous avez un petit bouton pour monter et baisser le son. Donc on voit bien que c'était destiné à un marché familial qui avait son premier lecteur CD à la maison, pouvait lire ses films vidéo CD, donc les premiers vidéos CD qui étaient sur CD-ROM. Ça n'a jamais été commercialisé aux USA. Problème de conflit de licence avec
avec un ayant droit sur une technologie. Et puis surtout, c'est sorti en Europe été 93. Commodore était un peu en fin de vie, beaucoup de problèmes financiers. Et la console n'a pas connu l'été 94. Donc la console a duré 1 an, bout en bout, jamais commercialisée aux États-Unis. On ne fait pas un Noël, donc ça veut dire que c'est là où c'est les meilleures ventes. Et surtout aussi en termes techniques, c'était, même si c'était une des premières consoles 32 bits avec un lecteur de CD-ROM, on est dans les années 93, il y a la PSX qui sort juste après, donc tous les consoles qui sont avant la PSX n'ont pas eu un avenir très, très radieux, quoi. Donc ça fait vraiment partie de ces consoles qui ont fait un court passage. Et puis même au niveau du hardware, on est encore sur ce qu'on appelle des modes bit blancs, ça veut dire que la puce graphique a été faite pour travailler sur des sprites plutôt que travailler sur la 3D qui à l'époque, on commençait déjà à avoir des machines, surtout des PC avec des puces 3D qui sortaient sur le marché, quoi. Donc voilà un peu c'est quoi le CD32. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on développe sur ce genre de console. Alors contrairement aux autres consoles où il fallait du matériel spécifique, là on voit un peu toutes les consoles, que ce soit en haut à gauche pour la Mega Drive, la PSP ou la PS3 qui est au milieu. Là, donc il fallait des kits de développement et du matériel spécifique. L'avantage, vu que c'est basé sur un Amiga 1200, on n'est pas obligé d'avoir un matériel, un kit de développement. Donc, ça veut dire que tous les gens qui savaient déjà coder sur Amiga, et Dieu sait qu'il y en avait quand même pas mal d'éditeurs, développeurs, pouvaient même pas faire de portage parce que c'était la même architecture, donc on pouvait développer dessus. Et ça donne quand même un avantage. Et du coup, quelles sont les façons de développer dessus? Il y a plusieurs écoles. Slide suivant. Soit, comme je disais, on part directement depuis la machine avec quelques SDK qu'on pouvait trouver, et puis soit on code un assembleur en C ou d'autres langages qui existaient sur cette console-là. Enfin, aujourd'hui, soit on part sur un ordinateur, un PC Mac, on prend l'émulateur avec tout ce qu'on a comme configuration dessus, donc ça c'est une deuxième solution. Et une troisième école qui marche quand même assez bien, c'est on peut partir sur ce qu'on appelle du cross-platform. C'est on développe en langage C sur un PC et il va générer du code pour l'Amiga. Donc là, on peut avoir des outils qui sont assez récents, des Visual Code, ce genre de choses, et qui va, avec tout sa toolchain, pouvoir générer directement du code pour l'Amiga. L'Amiga, c'est un Motorola, c'est du 68000. C'est pas du tout la même architecture qu'un PC, mais ces langages de cross-platform permettent de compiler pour une plateforme cible. Mais pour tout cela, il faut trouver des librairies, donc tout ce qui est Sprite Engine, gérer les sprites, la musique, ce genre de choses. Ce qu'on appelle une toolchain, c'est toute la partie qui va faire les conversions, l'intégration de code. Donc, toute cette partie-là, quelle que soit la solution que vous partez à l'origine, il faut que soit ça existe, soit vous développez vous-même, et du coup, ça a quand même apporté une certaine complexité dans le développement. Et pareil pour les outils. Là, on est sur des outils, même si on est sur on peut partir sur des outils graphiques standards, mais c'est du mode indexé, donc ça va de 32 couleurs jusqu'à, après qu'on n'est plus indexé, qu'on est à 64 000, en 24 000 couleurs. Mais il faut quand même des outils qui permettent de dessiner de 320 à 200 à 800 par 600. La musique, c'est des musiques assez particulières, c'est des modules, donc c'est des soundtracks. Donc il faut quand même tout ce genre d'outils qui gravitent autour de ce genre de solutions. Donc il y a une nouvelle tendance qui sort actuellement et qui n'est pas du tout dans les autres façons de faire. C'est ce qu'on appelle, cet outil s'appelle Scorpion Engine. Alors c'est un outil tout en un. Où il y a un moteur, où il y a du dev très simplifié, donc c'est pas un langage comme illustré, là c'est pas du C, c'est un langage très simplifié, accessible à tous. Il y a dans cet outil des éditeurs graphiques qui permettent de gérer tout ce qui est partie animation, des maps, des HUD. Il y a toute la toolchain automatique, donc on clique et ça génère tout ce qu'il faut bien sans se soucier de comment ça marche, donc ça c'est bien, c'est complètement transparent. Et le résultat, c'est que ça va générer une image disque, donc un format ADF pour Amiga, et qu'on soit sur un Amiga 500 ou un CD32, donc il est multi-cible. Ce que vous allez faire en fonction des caractéristiques et des paramètres que vous allez fixer, va vous générer votre image disque pour la plateforme cible. Donc
c'est-à-dire un seul code, même si vous ne voyez pas le code, pour des multisites. Bon, bien sûr, ces outils qui ont été développés par Aeroc, c'est très bien parce que ça simplifie énormément la vie d'un utilisateur lambda, quelqu'un qui n'a jamais fait de développeur. Pour le développeur, je dirais plutôt expérimenté, il ne va pas s'y retrouver parce que c'est assez limité en termes de fonctionnalités. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ce genre d'outils. Mais au moins, on a un résultat en une après-midi pour pouvoir faire une expérimentation et surtout voir tout l'aspect de la programmation. L'interface, comme vous la voyez, là, le petit logo qui est en haut, là, ici, c'est développé sous Unity, donc c'est assez particulier. Et le moteur qui est dessous, c'est du Bliss Basic, donc c'est un outil qui existait sur Amiga. Donc il a mis une couche qui est au-dessus et qui permet de faire abstraction totale du langage de développement. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes. Et c'est depuis 2019 que c'est sorti. Là, on est à la version 2021, donc il sort une version par an avec des releases différentes. Et là, si on regarde un petit peu l'interface, on voit bien que c'est une interface. Bon, alors, ça peut être au premier abord, un peu complexe, mais on verra après dans une démonstration en live que ça permet de voir vraiment tous les aspects d'un développement, que ce soit des animations, les acteurs, qu'on peut appeler ça comme sprite, toute la partie audio, là, il y a la musique, les effets spéciaux. Les blocs, ce sont des blocs, c'est des objets particuliers sur lesquels on peut associer du code. Le code qu'on verra, qu'est-ce que ça veut dire le code dans ce genre d'interface. Bon, les fontes, les maps, c'est tout ce qui permet de gérer vos maps. Et les panels, c'est les HUD, c'est tout ce qui est signalisation sur un jeu. Mais juste là, dès que vous lancez l'interface, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez 4 menus en haut à gauche. Je compile mon projet, j'ouvre mon répertoire. Je peux lancer l'émulateur parce que l'avantage, c'est que dès que vous réalisez votre projet, vous pouvez tester directement dans l'émulateur. Donc tout ça, tout est enchaîné. Donc c'est pour ça que quand je parlais de toolchain, vous n'avez pas là à lancer 14 outils à la suite des autres. Et pour tout ce qui est gestion des maps, c'est très bien fait aussi parce qu'en fait, il a fait une intégration avec Tiled, qui est un éditeur gratuit de gestion de maps. Donc, et qui permet ensuite, avec certaines fonctionnalités, de faire son design d'outils. Ce qu'on voit à gauche, pareil, ici on gère tout ce qui est graphique. Hein, donc, même si on n'est peut-être pas habitué, c'est le nombre de couleurs et de plans qu'on veut mettre. Là, ce sont les résolutions, donc en fonction de ce qu'on est, si on est du 500 ou pas, on a des modes graphiques particuliers, donc le Haga par exemple. Et tout ça permet, dans un premier temps, là on a la palette, la gestion de la palette qui est très simple, c'est vraiment super simplifié la gestion de la palette par rapport aux consoles ou aux fonctions des images, il fallait tout remettre dans un ordre. Là, l'outil le fait vraiment de façon transparente. On peut amener 2 images qui ont une palette commune mais qui n'ont pas les couleurs dans le même ordre et l'outil le gère automatiquement. Donc ces outils-là, si on fait un comparatif avant de faire la démo, donc le slide suivant, un comparatif, l'interface est très intuitive. Donc ce que je disais aussi, c'est intégré avec Tiled, donc ça va vous permettre pendant que vous placez vos sprites, les relations, le code, Tiled va vous permettre d'éditer en temps réel parce que tout se fait en background ou en parallèle. Donc il y a une très bonne intégration avec Tiled, il y a une simplification de gestion des couleurs, donc ça c'est bien. Le langage de programmation, elle est graphique, c'est-à-dire que vous n'allez pas saisir, vous allez saisir un petit peu d'informations à la main, mais sinon tout se fait par du clic, du drag and drop. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ce qui est gestion de collision, tout ce qui est gestion de caméra, et là en particulier tout ce qui est parallaxe, Copperlist, tout ça c'est géré nativement. Donc on n'a pas au niveau du code à gérer comment bouger un personnage, la gestion des collisions, tout ça est natif. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est du click and run. Donc vous mettez vos médias, un peu de code, vous cliquez et vous voyez directement dans un émulateur à quoi ressemble votre application. Ce qui est un petit peu négatif, mais vraiment un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses de négatif à dire sur cet outil, c'est que contrairement à un Amiga qui peut avoir des résolutions assez hautes, minimum 320
jusqu'à 800 si on est sur du 1200, sur l'Amiga 1200. Là, il y a un choix qui est un peu bizarre, c'est que les maps, on peut afficher que 256 pixels de large sur l'écran. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas compris pourquoi le développeur est parti sur cette restriction. Le code block, c'est ce qu'on appelle le langage de programmation. À un moment donné, si on fait des projets un peu gros, ça peut devenir un spaghetti et on ne sait plus trouver les relations entre les objets. Il n'y a pas de fonction de undo, donc ça c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé, toute la notion de... ceux qui font du développement, tout le versionning, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est pas toujours facile à se retrouver. Il n'y a pas de mode debug. Et un point un peu négatif, c'est que c'est un projet qui n'est pas open source et qui est maintenu que par une seule personne. Donc, si la personne s'arrête, le projet n'existera plus. Donc, même si on est déjà à la 3e année, c'est quand même une contrainte sur un si bel outil. Alors, ce qu'on voit lorsqu'on lance l'outil, c'est marqué la free édition. Alors, peut-être demain, il y a une version premium, payante qui va sortir. On ne sait pas trop la stratégie ni la roadmap de l'outil. En tout cas, c'est un des points faibles, en tout cas, de ce genre d'outil qui a aujourd'hui une bonne visibilité sur Amiga, où beaucoup de gens commencent à se lancer, développeurs ou pas développeurs, hein, donc qui ne connaît pas encore de grande notoriété, parce que après le développement sur Amiga, ça n'a peut-être pas intéressé, mais nous on regarde plutôt l'aspect développement pour la CD32, parce que dans la cible, ce que je disais, ça part de Amiga 500 jusqu'à un Amiga CD32, donc nous on va l'utiliser pour l'Amiga CD32. Du coup, les réalisations qui sont en cours chez nous, il y a Maria Renard Revenge, ça c'est Dom Kid qui est dessus, donc on va dire que c'est une création originale. Hein. Ouais, c'est basé sur Castlevania, un jeu très connu, voilà, avec un personnage justement pour une fois féminin, c'est intéressant. Et donc, en fait, j'ai démarré ce projet en voulant un petit peu connaître l'outil Scorpion Engine. Et c'est parti comme ça, et là, je suis en train de faire le second niveau. Ensuite, on a eu vent du concours Amiga Jam, et on s'est dit, on va faire quelque chose d'autre. On va se lancer dans un remake de Rick Dangerous. J'ai pas l'habitude. Et du coup, en fait, on a récupéré une version Wii qui avait été faite pour Rick Dangerous. Et en fait, on a ripé tous les graphismes et on est en train de la refaire pour l'Amiga CD32. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer dans une petite démo rapide pour démarrer un jeu avec Scorpion Engine. Voilà. Tu expliques du coup le workflow Donc là, on va faire une petite démonstration de l'outil et comment on procède, hein, le workflow, enfin le déroulement pour la salle de Rick Dangerous. Juste appuyer sur le slide. Donc pour faire un jeu, hein, où là, en l'occurrence, ça va appeler la première salle de Rick Dangerous, on crée une map, on verra comment créer une map, c'est-à-dire voire même de façon très simple. On fait des animations d'un sprite, on crée un sprite, ce qu'ils appellent un acteur, on le positionne sur la map, on fait des tests, on crée des ennemis, et voire même on fait des trajectoires d'objets. Et tout ça, vous allez voir que c'est assez rapide. On va l'écran là. Okay. Donc là, on voit l'interface, hein, comme on vous a présenté tout à l'heure. Et donc... Le micro, ça va. Pardon. Donc là, on voit le menu qu'on vous a présenté tout à l'heure, hein, le projet, les animations. Donc là, en fait... Alors, déjà, on n'est pas sur le bon projet. Ça commence très mal. Du coup, on fait montrer aussi comment on procède, hein, quand on veut créer un nouveau projet ou on charge un nouveau projet. Voilà. Donc là, on va aller chercher le Rick Dangerous pour la démo du replay. Là-dedans, on a un fichier qui va lancer le projet. Voilà. Là, on se retrouve avec le projet. Et donc, je reviens à l'animation, où on a quelques personnages. Donc le personnage principal qui est Rick. Et voilà, en fait on se retrouve avec un sprite, hein, un sprite sheet de Rick dans toutes les positions pour la marche.
Et voilà. Et là, de suite, on voit en fait qu'on a les 5 images, ou 6 d'ailleurs, et on peut voir ce que ça donne au niveau de l'animation. En fait, il les joue les unes après les autres. Et là, on a un cycle de marche qui est pas trop mal. Pour la gauche, pour la droite, idem. Là, on a le jump. Deuxième micro. Pardon, oui. La position idle. Où là, en fait, il ne fait que bouger les bras. Là, on a. Et là aussi, on a donc l'animation des ennemis, qui est là, par exemple, l'Amazone. Ici. Donc ça, c'est la partie animation. Hein, c'est des sprites qui sont placés ici. Hein. En fait, il suffit juste de cliquer. Ça les ajoute. Et voilà. Donc ça, c'est juste la notion d'animation. Après, on a l'action, l'onglet acteur, qui lui comprend soit les players, le player en lui-même, soit les ennemis, soit d'autres personnages. Donc là, on retrouve Rick, qui lui est associé en fait dans un autre menu, où là, on va chercher l'animation qui est prévue pour cet acteur, pour ce player. Donc là, en fait, on voit que sur la flèche de droite, on a Rick qui marche à droite, en fait, et ainsi de suite, Rick qui marche à gauche, là, la position idle qui ne bouge pas, etc. etc. Voilà. Pour chaque... Voilà, du coup, c'est ça, c'est pour chaque type, donc idle, je ne bouge pas, là, je bouge, et là, je suis en position d'attaque, je définis les animations que je définis dans l'écran d'avant. Donc, c'est vraiment le workflow qui permet de définir. Voilà. Et là, donc on a tout un tas de spécifications où on peut régler la vitesse du saut, la vitesse de marche, la gravité, l'accélération, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est juste des petites cases à remplir et c'est assez simple. Juste sur le mouvement, le type de mouvement, là, c'est marqué contrôle plateforme. Donc là, vous voyez, c'est assez limité en termes de mouvement parce que c'est déjà une définition d'un sprite type plateforme, c'est-à-dire que je fais que des jumps. Après, si je veux faire d'autres types de mouvements, j'ai d'autres sélections et en fonction de ce que je mets ici, ça va rajouter d'autres mouvements et d'autres animations. Voilà, là, on a une notion de collision, donc avec des blocs sans collision, avec des rebonds, avec une destruction, etc. Ensuite, on peut ajouter des événements, c'est-à-dire des blocs de code sur certains paramètres. Ouais. Par exemple, si on touche quelque chose avec le player, ça fait un événement. Enfin, on peut coller dessus un événement particulier. C'est vraiment là où le code va apparaître. Voilà. Ce code-là, on verra juste après comment on le définit. Et le code, on l'associe à un acteur. Et donc ça, ouais. Voilà, tu veux rajouter ? Non, c'est bon. Là, c'est la partie audio et son. Donc, on a des musiques de fond, en fait, de niveau qui sont des modes, comme a dit Nicolas tout à l'heure. Et là, tous des soundtracks, en fait, enfin, des SFX, qui permettent justement de mettre un son sur le tir, sur le saut, sur différentes actions. C'est assez simple. Ça, c'est la notion de bloc. Par exemple, alors, cette notion de bloc, en fait, c'est ce qu'on va poser sur la map pour lui dire, par exemple, là, c'est le bloc exit. Ça veut dire qu'en fait, on va changer de niveau quand on va passer dessus. C'est assez simple, du coup. Et là, on va voir un petit peu le code. Donc, comment ça se présente ? En fait, on a des blocs de code ici. Par exemple, on va prendre le code du start, en fait. Donc, on unload le level courant. On unload le panel aussi. Ensuite, on set la résolution à 200. Donc là, ça a été prévu par Nicolas parce qu'il s'est dit que c'était bien 200 par rapport à la map. Oui, c'est ça. C'est par rapport à la map et surtout que le jeu, c'était un jeu qui était à la base 320 par 200. Donc, on est resté sur une résolution standard. Voilà. Là, il y a une erreur. Là, en fait, on set les vies du player à 6, par exemple. Bon, les tirs, les balles du revolver à 6, les bombes à 6, bon, voilà. Les points à 0, et on va chercher le start level. Le start level, c'est quoi ? En fait, je fais un fade-in, je charge le level courant, et je suis le player avec la caméra.
C'est assez simple en Voilà. fait. Et ces instructions ne sont pas saisies à la main. En fait, tout est écrit grâce à... En fait, on fait un plus, là, si on veut créer une nouvelle commande. On appuie sur plus ici. Ici, par exemple. Voilà, donc ça fait une nouvelle ligne. Et là, la commande, elle est ici. Donc, vous avez un dictionnaire d'instructions. Donc, si vous voulez faire des conditions if, si vous voulez mettre des players. Et en fait, c'est ça le code. Et la seule chose que vous pouvez saisir ou pas, ce sont des variables qui sont définies, que vous avez définies, les animations, les acteurs, la musique, tout ça va apparaître dans cette... Alors, du coup, c'est quand même une liste assez impressionnante, mais c'est des mots que vous connaissez parce que vous l'avez défini auparavant sur la map, sur ce genre de choses, quoi. C'est ça. Bon, c'est tout ce que vous voyez, ouais. Et après, du coup, la map, peut-être, présenter la map. La map. Ouais. Bon, les fontes, c'est juste pour... Ouais, c'est le texte. Voilà, du texte ou des chiffres. Et la map, c'est là où on va démarrer un petit peu le projet. En fait, on a plusieurs façons de faire des maps. On va prendre celle qui est la plus simple. Donc, on va en fait générer une map d'après une image, tout bêtement. Donc, on va aller chercher une image dans le répertoire map du jeu. Et on va prendre, par exemple, le premier niveau de Rick Dangerous, qui est celui-ci. Donc, il faut lui donner un nom. Donc, map 1. Dans le répertoire map. Et on enregistre. Et là, en fait, il nous a créé une map qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui est ici. Et avec son tileset qui va avec, qui est là. Voilà. Donc, ce tileset, il faut que je l'édite pour lui donner des propriétés, parce qu'en fait, il y a des briques qui vont être solides, des tuiles qui vont être solides, pas solides, enfin, qui vont être des plateformes, etc. Donc là, j'édite le tileset. Ah, tiens. Sinon, dites la map, tu pourras le voir aussi par la map. Alors, elle est où? On revient sur la map. Ah, pardon. Et j'édite la map qui va chercher Thailand. Voilà. Alors, juste... donc, ce qui est important là, c'est que l'intégration entre... Alors, bien sûr qu'il faut que Thailand soit installé. Il va lancer la map qu'on est en train d'éditer. Et il va surtout générer pas mal de tilesets qui sont générés automatiquement par l'outil. Là, les acteurs, bon, il y a quelques-uns qui sont déjà créés, mais chaque fois que vous allez créer des acteurs, vous allez les retrouver en miniature ici, et c'est ces acteurs-là que vous pouvez placer ensuite sur la map. Et le fait donc on édite avec Tiled sur certains aspects, et ça se retrouve automatiquement dans l'outil, dans les termes de positionnement, ce genre de choses. Alors là, je vais chercher ma map, enfin mon tileset normalement. Je dois avoir quelque part. Qui est ici. Ouais. Donc je l'édite en fait dans Thailand. Je grossis un petit peu pour que vous voyez quelque chose. Pardon, j'arrive pas à cliquer en même temps. Et en fait, là, je vais sélectionner. Pardon. Je vais sélectionner toutes les tuiles, mais là, j'arrive pas. Ouais, donc il va sélectionner tous les tuiles pour donner une priorité en disant que ces tuiles-là sont solides. Et une fois que vous l'avez défini comme solide, le personnage, quand il est dessus, il n'ira pas plus loin. Donc c'est ce qu'on peut faire dans du code, sauf que là, vous faites juste en cliquant sur l'interface. Et ça va donner des propriétés. Donc là, ça veut dire c'est solide. Donc là, je vais lui dire c'est solide en fait. Voilà. Je sauvegarde. Hop. Et je retourne là. Et là, j'ai oublié un truc, c'est qu'en fait, cette map qui est ici, il faut que je lui place un acteur dessus, c'est-à-dire le player. Donc le player, je vais le chercher ici dans... Alors là, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a plein de projets qui tournent. Pourquoi, parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire là d'ailleurs. Il y a des projets qui étaient là déjà, donc c'est pour ça que normalement on a moins de choses sur l'écran. Mais on a les acteurs, donc les acteurs on les a définis, donc on les a ici. Très bien. Donc le premier acteur qui est Rick là tout en haut, voilà. Donc voilà, il est là. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets bien sur le calque objet parce qu'il y a une notion de calque, de background, de foreground. Les objets, les acteurs sont sur le calque objet. Donc je le prends, je le dépose. Alors, par ici, par exemple. Voilà. D'ailleurs, il y en a un autre. Un seul, ça suffit. Ah non, mais c'est moi. En fait, il y en a deux de sélectionnés. Voilà. Je le mets là, je fais CTRL-S et on va aller voir directement dans le Scorpion Engine ce que ça donne. Donc, là, en fait, je vais compiler.
Donc je vais lancer le compilateur Ouais. qui va lancer en même temps l'émulateur Amiga CD32. Donc là, tout le chaîne, hein, donc ça compile, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, ça assemble tout, et à la fin, on a... Normalement. oui, mais t'as pas chargé la map en fait. T'as créé une nouvelle map et tu l'as pas chargée. Ouais, du coup, on voit dans le code startup. Voilà, c'est l'erreur qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Donc là, il faut aller lui chercher sa map. Ouais. Donc la map qu'on a créée tout à l'heure, c'était... Je m'en rappelle plus. Le public suit, donc c'est bien. C'est bon signe. C'est bon signe. Mais là, je la retrouve pas d'ailleurs. Alors ça, c'est quand même un point faible. C'est qu'à un moment donné, on a un listing où il y a tout, hein. Les symboles, les médias, tout ça. Donc peut-être que ça changera dans le... Bah, tu tapes sinon map dans symbole là-haut. Là, dans... Non, je peux pas. Comment elle s'appelle? Bah, tu es sur map. Map 1, map. Ouais. Dans ton code. Mais je la trouve pas. Si vous la voyez, vous me la dites. Bah, de toute façon, c'est ça. Animation, level, map 1. Ouf. Ouais, c'est map 1, map, t'as tapé. C'est pour ça que t'as tapé 2 fois map 1. Ouais, j'ai merdé. Donc, on run. Ça compile. Hop, c'est bon. Et là, normalement, si tout va bien, on a notre première map. Ouais. Voilà. Donc, on a notre première map. Je vais agrandir un petit peu. Ok, voilà. Et là, normalement, ben, comme j'ai déjà un acteur qui a des propriétés, normalement, si j'appuie là, ça fonctionne. Donc, en fait, ça marche. Donc toute la gestion des collisions, on a défini que tous les tuiles étaient solides, donc ça passe pas. La gestion caméra, on la définit pas parce qu'on a dit la caméra de suivre juste un XY, enfin juste sur un axe. Toute cette gestion de collision, de caméra, de mouvement, en fait on n'a pas besoin de coder. On a juste chargé une scène et la scène charge du coup la map, les objets et toutes les relations des codes qui sont associés, quoi. Donc là, ben, on va améliorer un petit peu cette map, du coup. Je retourne dans Thailand. Et là, je retourne dans la map. Et là, en fait, on a déjà préparé quelques tilesets de décoration, de fond, d'ornement, enfin voilà. Ouais. Du coup, je vais essayer d'éditer, mais là, tout à l'heure, j'avais une erreur, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça marche pas, ça. Ouais, bah, repasse par le particulier. Ouais, mais je l'ai pas en fait. Si je le fais pas d'ici, je pourrais pas l'avoir. Donc je sais pas. Ouais, j'allais chercher Thailand, mais je sais pas où il est. Et sur le bureau pas. Non, il est pas sur le bureau. Ah, là. Cool. Donc là, voilà. On le voit un peu mieux. Je retourne là. Et du coup, ici, je retrouve mon tileset. Et là, ben, en fait, je vais prendre un petit peu des morceaux du tileset que je mets, par exemple, là bien sur le foreground, et je vais décorer un peu ma scène. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes les images qu'on a récupérées de la version Wii, qu'on a retransformées en 32 couleurs pour pouvoir faire la version CD32. Voilà. Donc là, je fais un peu de décoration juste pour vous montrer. Voilà. Avec cette notion, du coup, foreground, background, c'est-à-dire qu'on a des niveaux en fonction de l'affichage. Du calque, ouais. Voilà, des calques. Donc là, justement, je vais rajouter un calque parce qu'on n'a pas de background. Je suis pas sûr de prendre le temps. Quoi? Ah, je suis pas dedans. Voilà, je le redescends ici. Voilà. Et là, en fait, je vais un petit peu décorer le fond. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas. Je vais le chercher. Je l'édite. C'est ici.
En fait, là, on a des tuiles de fond, en fait. Hein. Voilà. Je retourne dans ma map, je suis sur le background. Il est là. Et là, je vais le faire rapidement, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc là, je vais peindre rapidement pour faire un petit peu de la déco. Voilà. On va dire que c'est très joli. Et on va aller voir, on va même sauvegarde, ouais. Et on va aller voir directement ce que ça donne. On recompile du coup. Donc ouais, l'outil va toujours recompiler, lancer l'éditeur pour voir le résultat final. Il y a pas on n'a pas la possibilité de voir de façon simple à quoi ressemble le jeu. Donc voilà, bon là on a un niveau qui est un peu plus habillé, on va dire, qui est un peu plus sympa, et on a toujours notre personnage. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut ajouter par exemple un ennemi. Un ennemi donc qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est l'Amazone, voilà, qui est ici. Qui est avec son animation couplée sur left, right, ici un peu partout. Donc voilà. Toujours le même workflow, on importe des images, des sprite sheets dans l'animation, on les associe à un sprite suivant l'orientation qu'on veut faire. Après on fait nous-mêmes, on redéfinit ce qu'on veut dans le séquençage de l'animation, le positionnement. La collision, peut-être aussi, on n'a peut-être pas vu la collision, mais bon, tout ça, c'est dans ces deux panels, l'animation acteur, vous allez gérer vraiment tout l'animation de personnage et les directions dans lesquelles on veut et les collisions. On peut régler aussi le temps de pause en fait, entre chaque frame, etc. Donc on va les poser directement dans Tiled, l'ennemi. Donc là, on ne l'a pas fait parce que pour aller plus vite, mais dès que vous importez un nouvel acteur, ça va générer directement dans Tiled la vignette et que vous allez pouvoir placer dans l'outil. À aucun moment, tout ce qui est généré automatiquement par l'outil, vous le modifiez parce que c'est l'outil qui gère après ses différents, ses ressources, quoi. Donc comme tout à l'heure, en fait, je prends mon acteur ici, mon ennemi, je vais le positionner ici, et voilà. Tu as mis un mouvement, je ne sais plus. Oui, je crois. Ouais. Pareil, sur les mouvements des ennemis, vous avez toute une sélection de mouvements définis, je rebondis pas, enfin ce genre de choses. Là, je ne sais plus ce qu'on a mis. Ici, là. En fait, là, il rebondit, il fait demi-tour quand il touche un obstacle à gauche ou à droite, tout simplement. Mais après, il y a un petit peu de CP, un petit peu d'IA en fonction, si vous voulez, qu'il court sur vous dès qu'il vous voit. Il y a quelques petits scripts faits de base, quoi. Là, on peut aller voir un peu le code qu'il y a dessus. Donc là, cet ennemi, lorsqu'il collide le player, en fait, quand il touche le player, dans le code, player hit monster, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va vers le code Earth Player. Earth Player, qu'est-ce que c'est? On arrive ici, donc là on joue un son, et si le player c'est Rick, donc le personnage principal, on va vers Kill Player. On va vers Kill Player, et qu'est-ce qu'on a? Un autre son. Bon, c'est qui a fait ça? Je sais pas. Bon, voilà. Et là, on change le player en Rick Dice avec l'animation de mort. On le fait bouger un petit peu et puis on redémarre le niveau s'il est mort. Ça. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne. Hop. On recompile. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Et là, normalement, on doit avoir un ennemi qui est en bas. Voilà, il est tombé. Il est tombé dans le trou. Il est tombé dans le trou. Et si je le touche, là, je meurs et je redémarre.
Donc là, on a fait un premier truc basique avec un player et un ennemi. On va essayer de faire un truc un peu plus... Toujours le timing ou pas, ouais. Ah, je sais pas. Un petit quart d'heure. On peut peut-être faire montrer la boule, je sais pas, c'est long. Si tu veux. Ouais. Non, Donc, c'est pas très long. Ouais, Donc là, en fait, on va faire un événement, c'est-à-dire dans le premier niveau de Rick Dangerous, en fait, il y a une espèce de grosse, parce que c'est tiré d'Indiana Jones, une grosse boule de pierre qui le suit au début et il faut qu'il parte rapidement. Et du coup, on va créer un événement sur cette map, là, sur la map 1, qui est ici. On crée un événement qui est ici, voilà. C'est représenté avec un bloc vert comme ça. Et du coup, dans Tiled, on va se retrouver avec un événement ici, qui est en fait ce bloc ici, qui est représenté ici, qui clignote. On va le convertir en polygone, puisqu'en fait, ça va être un chemin passe, ouais. qui va en fait servir à la balle pour suivre le parcours. Donc, je me mets en édition de polygone et là en fait je vais tirer des points de là par exemple parce que la balle va partir d'ici. Je vais couper ça, split segment, et là c'est delete segment. Monsieur reste en anglais. Voilà, et en fait là on va tirer différentes lignes pour que la boule, je le fais rapidement, suivre le chemin. Ouais, typiquement, ce genre d'implémentation dans un code traditionnel, c'est pas simple. Genre, c'est réalisable, mais ça demande quand même un peu d'expertise. Alors que là, juste en utilisant Tiled qui est bien intégré, on peut faire la définition d'un objet qui va du coup suivre, parce que ça suit un chemin. Et là, on est déjà dans un niveau un peu plus complexe de Scorpion, parce que ce qu'on nous a fait montrer jusqu'à présent, ça permet déjà de faire pas mal de types de jeux. Et là, on fait déjà des ennemis qui vous suivent par rapport à un chemin. Donc là, j'avais créé auparavant une balle, là, enfin une boule. Pourquoi je prends tout ? Je me remets sur le calque d'objet et je le place sur un nœud en fait du segment là, du chemin. D'ailleurs, c'est pas terrible. J'espère que ça va marcher, je suis dessus, je suis pas tout à fait dessus. On fait un CTRL-S. Et là, je vous montre en fait l'animation de la balle qui est ici. En fait, c'est juste, on fait tourner la boule, hein, c'est tout bête. Il y a un acteur qui est là, qui s'appelle Big Ball. Et en fait, il a un mouvement qui suit le chemin qu'on lui a donné précédemment. C'est un mouvement particulier. Donc CPU passe. Donc on va voir si ça fonctionne. Je compile. Et normalement, si ça marche, on devrait avoir la boule qui s'en va vers la droite. Et qui va vite te tuer. Donc là, il faut vite que je me dépêche. Je suis vraiment mauvais. Ouais. Je suis tellement mauvais qu'on va se mettre plus loin. Voilà. Donc là, hop, je suis sur l'objet. Je vais enlever cet objet, je vais le mettre ailleurs, beaucoup plus loin pour que j'ai le temps de me sauver. Et voilà. Là, je vais essayer d'être pas trop mauvais. Donc là, j'ai le temps de partir. J'ai la boule qui me suit. Après, il y a des réglages à faire. Là, la boule me tue. Mais il y a des réglages à faire, etc. Enfin, bon. Voilà le principe. Alors, en l'espace allez, on va dire, on a mis 10 minutes. On voit un peu la prise en main de l'outil, comment ça s'articule avec d'autres outils comme Tiled. On peut faire donc du code, du level design, multi-cible. Donc, faut rester réaliste, hein, multi-plateforme.
c'est pas très optimisé pour l'Amiga 500. Donc on va aller un peu plus au-dessus, alors même le 600. Nous on fait du 1200 parce que on sait que c'est la cible au niveau architecture sur l'Amiga CD32. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. L'outil s'améliore de release en release, hein, donc ça va très vite. Le développeur, il est quand même à l'écoute, donc chaque fois qu'on remonte des besoins, il essaye de les implémenter. La communauté, elle grossit. Et c'est vraiment un outil qui mérite d'être connu, hein, pour ceux qui veulent apprendre à développer sur Amiga. Et donc c'est vachement intéressant. Et le seul, alors ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un outil assez simple à prendre en main et on peut vraiment faire. Alors ce qu'on a vu là, c'est un jeu de plateforme. On peut faire d'autres types de jeux parce que là on a pris le cas le plus simple. Mais là, c'est quoi là? C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Là, vous voyez tous les écrans des salles de Rick Dangerous qu'on a déjà implémenté avec les blocs, là, ce qu'on vous a pas fait montrer, qui permet de mettre une fonction sur un code. Là, quand vous passez sur le carré jaune que vous ne verrez pas à l'écran, ça vous permet d'aller à autre chose. Donc tout ça, ça vous permet de faire un jeu assez rapidement, sans trop se soucier de comment c'est fait dessous, quoi. Alors ça, c'est vertu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Après, quand ça ne marche pas, c'est un autre problème, hein. Donc ça, c'est peut-être un... Bon, après, il faut commencer toujours par des petits projets avec ce genre d'outils, de comprendre la finalité et tout ça. Mais là, voilà, là, vous avez vraiment présenté comment ça s'articule, TLED, l'émulateur, tout ça. Donc là, vous voyez, on a déjà implémenté les HUD, les VI, tout ça. Et c'est que des petits bouts de code, hein. C'est ça qui est bien, c'est que ce qu'on a fait montrer tout à l'heure avec les blocs, c'est vraiment des petits bouts de code qui permettent d'associer un sprite, d'associer un objet, de donner... Alors, c'est pas la programmation objet, mais ça ressemble un peu, en tout cas, graphiquement. Et donc on peut faire vraiment des choses très très sympas. Là on est parti sur Rick Dangerous parce que c'est un remake, mais Maria Renard, non on n'a pas d'écran, hein, Maria Renard. Si, attends. Si. Maria Renard c'est une création originale et on est parti from scratch et on est parti sur une idée en mélangeant plusieurs univers, quoi. Tu as Maria Renard? J'ai pas la vidéo mais j'ai juste le début là, on peut voir en fait. C'est un autre style. C'est un autre style, ouais. Voilà, si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions, parce que je pense sur les... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Tous ces trucs-là, j'arrive pas à saisir si tu peux exploiter les fonctionnalités de l'Amiga ou si c'est... je pense par exemple au Dual Playfield. Tout à l'heure, tu nous montrais qu'il y avait un foreground et un background. Ouais. Et sur les Amiga, les premiers, les Amiga 500, tu avais 8 couleurs par Playfield. Ouais. Et tu pouvais éviter du coup de faire des copies, d'utiliser le blitter, d'aller un petit peu plus vite comme ça. C'est des choses qu'ils ont exposées avec l'outil ou pas? Ils exposent, mais alors le problème c'est qu'il n'y a aucune doc. Hein, donc là tu vois, donc ce qu'on voit ici hein, en termes de plan et de couleurs, tu le vois ici, mais tu n'as pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc tu vois le blitter, tu le verras jamais nulle part parce que c'est vraiment du ce qui est machine. Par contre la notion de blob, de sprite, tu peux les trouver dans l'outil pour faire la différenciation. Tout ce qui est Copperfield, donc ça tu le retrouves aussi. Alors, c'est pas très bien expliqué mais tu le retrouves. Bon, le parallaxe, ça c'est commun à tout, tu peux le trouver aussi. Mais ça permet à des gens qui ne savent pas c'est quoi un Copperfield de dire si je veux mettre des couleurs de fond plus que ma palette de le faire, quoi. L'outil, donc il est téléchargeable. On a dû mettre dans la présentation le lien. Il y a quelques exemples avec. Bon, là c'est Maria. Là c'est la deuxième réalisation qu'on est en train de faire. Donc Maria Revenge. Avec aussi, c'est pas que du plateau. Il y a du slope. Slope, c'est-à-dire que quand vous glissez, quand c'est pas un jeu de plateau. Ouais, donc il y a cette notion-là. Donc c'est vraiment très bien intégré dans l'outil et on peut. Ce genre d'outil pour les jeux de plateforme, on peut couvrir quasiment 100% de ce qui existait jusqu'à présent, quoi. Après, on n'aura pas la performance, il faut être réaliste, hein. Mais en tout cas, on peut s'amuser, on peut expérimenter, on peut se faire son petit jeu en s'amusant un après-midi. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on voit le résultat directement dans l'émulateur. Si ça marche à l'émulateur, on sait que ça marchera sur la cible. C'est ça qui est bien, quoi. Et sans avoir paramétré dans tous les sens, quoi. Là,
Le WinUAE, il faut juste l'installer, c'est tout. On n'a pas à aller. C'est lui qui va lancer le WinUAE avec les bons paramètres qui vont bien, quoi. Et ici, en fait, ça crée un exe qui, lui, peut être transformé en ADF. ADF, oui. En fait, il y a un exe to ADF et voilà. Et ça, c'est pas mal. Donc après, vous mettez sur votre Gotek, soit sur l'Amiga, sur... Bon, on parle pas trop de la notion de palette, là. C'est un peu... Oui, ça au début, on a un peu galéré parce que vu qu'on fait du développement sur Mega Drive, on comprenait pas trop comment ça se passait, ça. Et franchement, ça simplifie énormément les choses parce que là, on peut mettre... tout à l'heure, on a vu les différents tilesets. Il faut que c'est ces couleurs, mais l'ordre n'a pas d'importance. C'est lui qui se débrouille après pour savoir la correspondance de couleurs, quoi. C'est pareil, au niveau de la transparence, on n'est pas obligé la transparence, tout ça aussi. Il n'y a plus cette notion. Ça, c'est quand même très pratique. C'est très pratique. Voilà, c'est un peu pour les nuls, quoi. C'est pour les... Ouais. Il est très puissant. Oui, il est très puissant et il a que 2 ans, hein, enfin 2019. Et 2019, c'était pas cette interface-là. Il n'était pas sous Unity, c'était une autre version, on l'a pas connue. Nous, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois qu'on est dessus. Voilà, on va sortir de réalisation. Et j'espère qu'il va continuer. Comme je dis, un des points faibles, c'est un développeur, pas open source. Ça, donc, la roadmap, elle n'est pas... Néo-zélandais, en fait. C'est un néo-zélandais. Ouais. Donc si la personne s'arrête demain, il n'y a plus de produit, quoi. Et donc il y a une grosse communauté sur EAB, enfin sur Amiga Angleterre, et qui est assez active quand même. Oui. Donc, voilà. Et du coup, quand UAE démarrait, on voyait un splash qui disait édition gratuite. Il y a un modèle économique derrière ça? Ils le vendent d'une certaine façon? Aucun. Pour l'instant, la version, on peut la télécharger sans problème. Est-ce qu'il y aura une version payante par la suite quand le produit sera complètement abouti? Parce que là, en fait, il en est qu'au début, pratiquement. Et on peut déjà faire un maximum de choses, mais ça, on ne sait pas. Il y a eu plusieurs questions, s'ils voulaient qu'on participe avec un Patreon, un truc comme ça, mais non, pour l'instant, il n'y a rien. C'est pas son truc. Et le gars, en fait, développait des jeux sur Amiga, et je pense qu'il a voulu faire un moteur pour son jeu au départ. Et du coup, il l'a balancé, et du coup, tout le monde en profite, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup à Dominique et Nicolas.